Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Alexis Corbière, député écologiste de Seine-Saint-Denis, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous Alexis Corbière. L'homme qui a organisé le massacre du 7 octobre, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, éliminé à Gaza par l'armée israélienne. Une bonne nouvelle ? Moi, je veux d'abord avoir une pensée pour les plus de 40 000 personnes qui ont perdu la vie dans le territoire, de la ville de Gaza. L'horreur, évidemment, qui avait commencé aussi le 7 octobre. J'oublie pas les 1200 victimes israéliennes. Bon, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. J'ai aucune, évidemment, sympathie pour c'est une bonne nouvelle, le Hamas. La mort. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'aime pas trop qu'on ait la justice Far West, quoi. Que les chefs du Hamas doivent être jugés, condamnés, qu'ils soient des criminels de guerre, et qu'on peut indiscutablement. Mais on ne les tue pas ? Les abattre comme ça, quel est l'agenda politique de tout ça ? Moi, c'est la question que je pose. Oui, mais les abattre comme ça, vous pensez que c'est... Vous pensez quoi ? Vous me demandez de me réjouir de la mort d'un chef du Hamas. Moi, j'ai aucune sympathie pour ces gens. Ces gens sont une simple question. Est-ce une bonne nouvelle pour la paix ? Est-ce une bonne nouvelle pour le retour des otages ? Alors, c'est la question que je pose. Voilà, c'est la question que je pose. Je ne suis pas convaincu, au-delà de la mort de ce sinistre individu, que la violence et, comment dirais-je, la spirale... comment dire, d'élargissement en plus du conflit dans la région, maintenant c'est le Liban... Est-ce que c'est quelque chose qui crée les conditions du retour des otages ? Pour l'instant, ça a été peu fructueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est accompagné ? C'est ce que disent y compris les gens en Israël qui manifestent assez régulièrement, je pense le vendredi, ce que disent beaucoup de gens qui sont critiques sur cette spirale de guerre qui risque d'entraîner une fois de plus un conflit de dimension régionale, voire plus. Quel est l'agenda politique ? Comment on s'en sort ? On peut écraser 80% de Gaza, je répète, 42 000 personnes sans doute qui ont perdu la vie, 16 000 enfants. On peut me dire que j'ai compris que l'organigramme entier du Hamas, régulièrement, un tel, il est abattu, très bien, mais ça se termine comment ? Quel est si, y compris même, je vais mettre du point de vue de la sécurité d'Israël, si quelqu'un croit qu'après avoir détruit à ce point Gaza, après avoir créé une situation de tension avec l'ensemble de la région, il suffira que l'armée se retire et que tout reviendra comme avant. Vous savez très bien que ça n'est pas le cas. Y compris le fanatisme va continuer. Peut-être que pendant quelques années, il y aura l'impression que les choses seront calmées et ça repartira de plus belle. Il faut une solution politique qui passe par la justice, le respect du droit international. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui a déclaré hier soir, il faut saisir cette occasion, la mort de Yahya Sinwar, pour que la guerre soit enfin arrêtée, que les otages soient libérés. Il est temps que cela s'arrête. Premièrement, il est temps, le Hamas doit libérer les otages, c'est évident. C'est une évidence que il doit être libéré. Mais il faut aussi que le cessez-le-feu ait lieu et que ce ne soit pas, je le répète, une stratégie type Far West, c'est-à-dire on va tous les abattre, on va liquider tous les membres du Hamas. La stratégie Far West, la stratégie de l'armée israélienne. Ce qui consiste à dire qu'on va solutionner le problème en les abattant tous, mais en n'accompagnant pas d'un plan politique, une fois de plus, qui passe par 2 États de mon point de vue, qui permet le développement, évidemment, des droits du peuple palestinien. Parlons de la Cisjordanie, par exemple. Une stratégie Far West, parce que vous employez l'expression. La stratégie Far West, ça consiste à dire, je vais liquider la personne, je ne cherche pas à ce que le droit international puisse éventuellement... on peut arrêter les gens, les amener devant des tribunaux internationaux, sont des criminels, ils doivent être rudement sanctionnés. S'il s'agit de dire on n'en a rien à fiche, on frappe tous azimuts, on démontre qu'on a la capacité par nos services de renseignement, etc. On peut applaudir la prouesse technique, mais moi ce qui m'intéresse c'est la paix réelle, la paix durable. C'est pas liquider des salauds et des assassins. Très bien, je vais pas pleurer à ce micro, c'est pas ça mon sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les millions de gens qui vivent dans la région. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de la Cisjordanie, au-delà de Gaza ? Est-ce qu'on peut tolérer que régulièrement des colons violents assassinent des Palestiniens et que le simple respect territorial de la région, du fait que des gens sont chassés de leur maison, est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que, par ailleurs, on peut tolérer, même si tous on a pleuré après le 7 octobre, devant l'horreur de ce qui avait été commis par le Hamas et ses actes terroristes, qu'il y a 16 000 enfants qui sans doute ont perdu la vie à Gaza. On voit bien que là-dessus, il y a une accumulation de haine et de tension et une brutalité dans laquelle s'engage le gouvernement Netanyahou, qui lui aussi devra être jugé. Lui aussi est un criminel de guerre. Alexis Corbière, le garde du corps de Sinwar était un employé de l'UNRWA, des Nations Unies.
enseignants. Il y a donc une complicité entre le Hamas... Non, ne dites pas ces mots. C'est pas parce que quelqu'un est un employé... je vous laisse terminer votre phrase. Bon, mais est-ce qu'il y a complicité, je vous pose entre l'UNRWA? Oui. Non, je ne pense pas. Qu'il y ait membres... Après, ce que vous me dites, qu'il y ait des membres qui sont des gens du Hamas... C'était son garde du corps. Hein. Oui, d'accord, mais ça ne signifie pas que l'institution, l'UNRWA, qui a fait un travail, est liée au Hamas tel que certains l'ont dit. Alors, est-ce que je veux dire, c'est pas parce qu'un membre de Sud Radio demain participe à quelque chose que je veux dire que Sud Radio est lié à des méfaits. C'est plus compliqué que ça, on vérifiera. Parce que je sais bien la logique qu'il y avait derrière, qui consiste à dire quasiment que l'UNRWA était une espèce de branche et de satellite du Hamas. Je crois que ça n'est pas sérieux. Vous êtes historien. Ça m'intéresse. On va dire professeur d'histoire, j'ai trop de respect Oui, professeur d'histoire. Est-ce que Israël a été créé par une décision de l'ONU? Il y a une décision de l'ONU qui a donné naissance à Israël. C'est la vérité historique? Si vous voulez. Alors, ça, oui, il y a une vérité historique. Qu'une décision de l'ONU a permis la naissance d'Israël. Évidemment, on ne peut pas en rester là. Il y a une histoire profonde, notamment marquée par l'antisémitisme en Europe. Évidemment, la Shoah, qui crée les conditions. Après qu'il y ait eu une vieille discussion qui a donné naissance notamment... Il y avait plusieurs sionismes, mais un sionisme qui a pensé qu'il fallait trouver un foyer dans lequel le peuple juif pourrait trouver la sécurité. Ça amène à ce que, au lendemain notamment de la Seconde Guerre mondiale et de l'horreur de la Shoah, il y a la naissance d'un État, et qui est accompagné d'une décision de l'ONU. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une décision froide dans un bureau, c'est évidemment des événements historiques. Oui. Une résolution de l'ONU c'est la vérité. Qui décide la création de 2 États. Oui, notamment, oui. Bon. Et vous voulez dire ça pour faire réagir au propos d'Emmanuel Macron? Non, à cette polémique autour... Non, j'ai entendu Monsieur Larcher, faut arrêter immédiatement. Bon, après, par ailleurs, c'est des propos rapportés. Qu'est-ce qu'a dit vraiment Emmanuel Macron, etc. Je vais pas vous écouter avant de venir. Bon, il faut pas monter, il n'y a pas de ce point de vue-là. Évidemment, je le répète, la naissance d'Israël est quelque chose de plus profond, et on ne comprend pas la naissance d'Israël si on oublie l'antisémitisme, en particulier en Europe, qui a existé, et l'horreur de ce qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, on peut pas nier non plus. En particulier, il me semble que le président de la République considérait que les troupes de la FINUL qui sont au Liban, qui sont sous mandat de l'ONU, qui sont bombardées par l'armée israélienne, j'ai cru comprendre qu'il disait quand même Israël pourrait avoir une attention particulière sur le respect du droit international, et en particulier de l'ONU, car cela fait partie de son histoire. Je ne crois pas que ce soit des propos qui soient... intolérable. Après, ça n'est pas une déclaration publique. Alexis Corbière, l'immigration, nouveau durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne. La France doit reprendre le contrôle de sa politique migratoire et ne doit pas être plus attractive que d'autres pays européens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Retailleau. Et j'ai l'impression, quand je vous écoute, qu'il y a... que demandent les Français? J'ai l'impression, quand je vous écoute, qu'il y a une faille spatio-temporelle et que l'histoire se répète sans fin, et que vous me dites ça, que partout, régulièrement... Mais non, c'est Bruno Retailleau qui l'a dit, c'est pas moi. Il y a quelques mois, on a parlé... Non, mais j'ai bien compris. Il y a quelques mois, on a adopté une loi sur l'immigration qui devait être elle aussi définitive parce qu'il en fallait une, et puis etc. On en est à je ne sais plus combien de lois, une quarantaine de lois ces dernières années. 30 lois depuis 1980. Merci, 30 lois. 30e en janvier. Voilà, 30 lois depuis 1980. Et régulièrement, cette loi va régler les problèmes, etc. Et on essaie de faire un agenda, une conversation autour de la question de l'immigration, qui peut être un sujet politique. La France est un pays d'immigration. Je veux dire, il faut aujourd'hui arrêter de faire croire que c'est un pays de cocagne dans lequel les gens rentrent très facilement, c'est ne rien connaître à cela. Les étrangers, contrairement à ce que pourraient faire croire certaines personnes, ne sont pas immédiatement dans des conditions de confort absolu où il suffit de rentrer et mettre les pieds sur la table pour qu'on vous soigne, on vous nourrisse, on vous loge. Ce n'est pas vrai, etc., etc. Et qu'il y a même une situation que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que je connais assez bien en Seine-Saint-Denis, où des gens ont des papiers, travaillent et se retrouvent parfois en situation irrégulière, car la législation a évolué, et ce qui est une situation absurde, car je pense que les gens qui travaillent en France doivent être régularisés, car ils participent à l'enrichissement du pays, ils payent différents impôts, notamment à travers le travail qu'ils exercent ou ceux qu'ils consomment. Donc, bon... mais je vois bien comment on veut détourner la conversation sur les grandes inégalités qui frappent ce pays, qui consistent à faire croire que, et on va en parler sans doute après sur le budget qui vient, il n'y aurait pas dans ce pays une accumulation d'inégalités. Le problème du pays serait dû aux profiteurs, à l'étranger évidemment, qui vient soyons concrets. Oui, mais vous l'êtes, mais moi je le suis aussi, Alexis Corbière, accord avec des pays tiers qui acceptent de recevoir sur leur sol des étrangers indésirables en France, sans titre de séjour ou déboutés du droit d'asile. Vous pensez que c'est bien de passer ces accords-là? Non, mais tout ça, c'est de la politique de Gribouille-Paillard. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est vrai, ça a été engagé. Mais de nouveaux accords. Je vais vous dire, c'est de la farce que fait Retailleau, mais de la farce sordide. Ce qu'il dit, il fait du bruit avec sa bouche pour une fois de plus dire... Non, mais Alexis Corbière, je vais prendre un exemple. Alexis Corbière, je vais prendre un exemple. Un Afghan
en France, oui. est indésirable en France. Il est débouté du droit d'asile. Ça arrive que des étrangers soient déboutés du droit d'asile. On veut le renvoyer en Afghanistan. C'est impossible. Ce sont les talibans qui sont au pouvoir, qui ne le prendront pas. C'est des conventions internationales qu'il faut respecter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on l'envoie en Irak ou au Kazakhstan, ça vous choque? Oui, si on l'envoie dans un pays où il est en danger, je ne suis pas favorable à ça. Mais si on passe un accord avec le Kazakhstan qui accepte de prendre cet Afghan, ça vous choque ou pas? Moi, ce que j'ai pas envie de rentrer, ça me choque. Il y a des conventions internationales. Non, mais il y a des conventions internationales qui existent d'ores et déjà. D'ores et déjà, il y a des solutions qui sont trouvées. Ça n'est pas vrai qu'il y a une faille dans le droit international ou sur la législation. Mais on en fait quoi de cet Afghan qui est débouté du droit d'asile dans notre pays? Pourquoi est-il débouté du droit d'asile? Il faut regarder dans les dossiers. On peut même vérifier à ce que, dans certains cas, puisque vous parlez d'un Afghan, peut-être que malgré tout sa situation, s'il est en danger dans son pays, peut-être qu'il faut aussi élargir un peu les critères de droit d'asile. Son dossier a été examiné, il n'est pas en danger dans son pays. On fait quoi? Il peut être aussi renvoyé dans son pays. Ça peut arriver si les conditions, si on a estimé que finalement il n'était pas en danger dans son pays. Pourquoi irait-il en Russie d'ailleurs? Non, mais pas un Afghan, mais un Tchétchène par exemple. Non, mais je ne suis pas favorable à ce que quelqu'un qui vient sur le territoire national soit renvoyé dans un pays où il est en danger. Après, pour le reste, c'est des situations assez banales. Quand même à ce que des étrangers indésirables en France et déboutés par exemple du droit d'asile soient renvoyés dans leur pays d'origine. Je pense que la France doit pouvoir se donner les moyens de contrôler, de discuter, de réglementer son immigration. Et de renvoyer les étrangers indésirables. Oui, mais je veux dire, c'est pas que je suis gêné, c'est que j'ai l'impression que vous êtes gêné. Non, c'est pas une question de gêne. C'est que pourquoi faut-il en permanence que ce soit ça la conversation? Est-ce que véritablement le problème de notre pays, c'est de rentrer dans les détails? Et Monsieur Corbière, et dans quelles conditions on l'expulse? Et dans quel délai? Comme si c'était ça le fond du problème. Alors que le fond du problème, je vais vous dire, c'est qu'il y a dans ce pays nombre d'inégalités sociales. Il n'y a jamais eu une telle accumulation de richesses entre les mains d'une minorité. D'accord? C'est ça le problème du pays. J'aimerais qu'on puisse parler de ça. Comment, notamment à travers la discussion sur le budget, on réoriente des politiques pour qu'il n'y ait pas ces 40 milliards de ponctions qui soient faits dans nos services publics. Ça m'intéresse. Comment on va non pas supprimer les 4000 postes dans l'école tel que le prévoit M. Barnier? Comment on ne va pas étouffer notre... 4000, 2000. Pardon? 2000 2200. Les syndicats de l'éducation nationale considèrent qu'on est quand même autour de 4000 postes qui devraient être supprimés. 2200 avec 2000 créations d'AESH. Oui, voilà, d'accord. C'est-à-dire que c'est comme il y a 2000 créations d'AESH, il y a 4000 postes d'enseignants, j'ai dit, mais on dit qu'il y aura 2000 postes à l'arrivée. Je connais la combine, les postes d'AESH... Non, je parle de l'éducation nationale. Oui, mais les postes d'AESH, je les mets pas sur le même plan que des postes d'enseignants. Les postes d'AESH sont très précarisés, ce sont des métiers féminins qui sont payés même en dessous du SMIC, ce qui est honteux car ils ont une mission indispensable. Je rappelle que juste dans mon département, la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune, le plus populaire, on estime que un jeune sur deux qui devrait avoir droit à une AESH, c'est des dames qui accompagnent les gamins dans les écoles. Oui. Pourquoi je parle de ça? De handicap. Par rapport à ce que vous me disiez, c'est que ça m'intéresse, les inégalités. Oui. On peut passer des heures, vous allez m'inviter à me mettre sur le grill, à savoir de quelle manière je veux faire ça ou ça pour tel étranger, pour qu'on ne parle pas du fond du problème. Et là, alors je vais vous dire, c'est que ce que je crois... L'immigration, c'est l'une des préoccupations premières des Français. On cesse d'en parler, je vous ai répondu. Bon, très bien. Et alors, de toute manière, je vais terminer même en disant, vous savez, à l'heure des grands dérèglements climatiques, des guerres en Europe, des traités de libre-échange, qui font que vous avez des économies entières de certains pays qui sont fichus par terre, oui, nous avons à aborder pas seulement la France. Le grand problème, notamment de migration, de gens qui vont... Comment on fait en sorte que les gens ne quittent pas leur pays? Comment on fait en sorte que des pays... Puisque vous parlez de libre-échange... Et je ne veux pas rentrer dans les détails sordides... Est-ce que la France est en train de se coucher face aux autres partenaires de l'Union européenne sur le Mercosur? Moi, je suis défavorable à ce traité, de toute manière. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a cédé? Est-ce que vous avez des informations? C'est ce qui est murmuré ici ou là. Ils ont été d'une telle ambiguïté, la diplomatie française, qu'à ce stade, on aura tout entendu de la part du gouvernement français. Donc je suis extrêmement méfiant, on va dire, sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est un traité de libre-échange qui n'est pas favorable, notamment à nos agriculteurs en France. Donc j'espère que nous serons, de ce point de vue-là... encore en train de résister. Voilà. Et non pas dans des doubles discours. Le budget, vous avez vu le travail de la Commission des Finances. On a vu, premier travail, nouvelle tranche d'impôt sur les héritages à 49%, exit taxe renforcée, les députés en commission supprimer la hausse de la taxe sur l'électricité. Bon, tout ça, c'est... Je me félicite de ce travail, que j'applaudis mes collègues députés. Je pense à notamment de mes amis Daniel Simonet qui a fait passer l'amendement qui fait
fait que, notamment, la contribution pour les plus riches, pour les plus favorisés, on parle des 24 000 personnes les plus fortunées de France, ne sera pas ponctuelle, mais sera durable. Pourquoi? Quel est le fond du problème, pour résumer les choses? Notre budget n'est pas mis à mal en raison d'un trop plein de dépenses, mais en raison d'un rétrécissement des recettes ces dernières années. D'accord? 63 milliards en moins du budget, notamment parce que toute une série, je vais appeler ça des cadeaux fiscaux, ont été notamment donnés aux plus fortunés de ce pays. On a supprimé l'ISF. Au passage, en commission, nous avons voulu rétablir l'ISF et il y a eu une alliance entre les macronistes et les amis de Madame Le Pen. Là encore, électeurs de Madame Le Pen qui nous écoutaient, ne croyez pas que ces gens-là sont pour plus de justice sociale. Quand nous avons voulu tout simplement rétablir l'ISF, ils s'y sont opposés. Et il y a eu, de ce point de vue-là, une politique qui a été absurde. 200 milliards d'euros qui sont attribués aux entreprises sans condition. Moi, je suis pour aider certaines entreprises, mais il y a des grands groupes, c'est absolument scandaleux. Peut-être qu'on aura le temps de parler de Sanofi, mais quand même, qui reverse des milliards de dividendes à ses actionnaires, qui est aidé par la puissance publique et qui va encore prochainement supprimer sans doute une de ces entreprises sur des molécules qui jugent pas assez rentables. Mais ça, vous ne le savez pas. Comment ça, vous ne le savez pas? Si Sanofi va supprimer une entreprise... La discussion est engagée et il y a de quoi quand même être que assez je sache, inquiet. Pérennité des emplois, des sites de production et du Doliprane, c'est ce qu'a garanti le gouvernement, me semble-t-il. Pardon, c'est ce qu'a garanti le gouvernement, mais je crois pas que l'entreprise Sanofi... Pourquoi je parle de Sanofi? C'est que nous aidons publiquement des entreprises. Oui. On estime que Sanofi a dû bénéficier... À juste raison. Mais je suis pour que ce soit conditionné. Oui. Moi, des TPE, PME que je connais, qu'il faut aider, je suis d'accord. Il y a des entreprises... Notamment actuellement, je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Il y a des entreprises, ça peut être utile, nécessaire que la nation dise effectivement on va vous aider fiscalement si vous investissez dans la recherche pour qu'éventuellement vous ayez une aide. Mais quand c'est des grands groupes, et notamment on en a cité un, où on a quasiment l'impression d'un effet d'aubaine à l'arrivée. Expliquez-moi pour quelle raison des groupes qui reversent des dividendes à leurs actionnaires, je parle de Sanofi, 14 milliards qui ont été reversés à leurs actionnaires, c'est beaucoup. Pourquoi là-dedans il devrait y avoir 1 milliard, par exemple, qui est de l'argent public qu'on leur a donné, non pas pour enrichir leurs actionnaires, mais pour mettre plus dans la recherche. Là-dessus, je suis pour des politiques ciblées et pas comme l'a fait le... Et pourquoi on parle de ça? C'est parce que le déficit, la dette qui a été creusée, n'a pas été creusée parce qu'on a trop soigné, on a trop éduqué, elle a été creusée parce qu'on a gaspillé de l'argent. Emmanuel Macron, le soi-disant Mozart de la finance, est un tocard de la finance en vérité. Il a creusé la dette. Ce qui est terrible, c'est qu'après avoir fait son méfait, maintenant il se tourne vers les Français. À travers Monsieur Barnier, il dit maintenant c'est à vous de payer. Alors moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que on supprime des postes. Je ne suis pas d'accord pour que l'hôpital public soit dans une telle situation de dégradation. Je ne suis pas d'accord pour que progressivement on demande, par exemple, aux communes, aux départements, aux régions, qui mènent souvent dans leur politique sociale, déjà on leur a attribué des missions qui n'étaient pas la leur, que tout ça se rétrécisse parce que ça va être plus dur pour les plus modestes. Est-ce que vous êtes favorable à une nationalisation de Sanofi comme le demandaient les filles? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des secteurs stratégiques. Ça coûterait combien? Je ne sais pas, mais c'est une politique qui peut être mise en place. 120 milliards? Non, mais c'est des questions. Pourquoi vous... La question, la question, elle est stratégique. La question, elle est stratégique. Est-ce que nous considérons qu'il est indispensable que nous ayons sur le territoire national certains secteurs économiques qui sont stratégiques dans le cadre de l'indépendance de la nation? Le principe actif sera bientôt fabriqué en France, alors qu'il était fabriqué en Chine, dans l'Isère, avec une usine qui est en construction. Voulez-vous, je vous connais, voulez-vous défendre la direction de Sanofi? Je ne défends pas, mais non. Donc le sujet, les dirigeants de Sanofi doivent entendre que le contribuable français n'est pas une vache à lait qui aide et soutient ces entreprises, notamment par des politiques, je l'ai dit, fiscales plus avantageuses, pour qu'ils reversent des sommes significatives à leurs actionnaires et que sitôt qu'ils en ont la possibilité, notamment, ils ferment certains secteurs de production pour, pourquoi pas, aller s'installer dans des endroits plus intéressants. C'est une question stratégique. On peut pas être les benets tout le temps. Et je le répète, ce qui me met en colère, c'est que quand vous avez un gouvernement qui est défait dans les urnes, parce que c'est quand même ça le moment dans lequel on est, il n'y a aucune majorité, ni à l'Assemblée nationale, ni dans le pays pour mener la politique que Michel Barnier veut mener. Donc son budget, il est illégitime. En commission, le travail que vous avez pointé montre qu'un travail est fait. Vous voterez contre, évidemment. Mais évidemment qu'on votera contre. Mais il faudrait même censurer ce gouvernement. Vous le censurerez. Mais ce gouvernement n'a aucune légitimité. Vous le censurerez. Mais bien sûr, il le faut. Et d'ailleurs, j'observe que s'il n'est pas censuré, parce que là encore, les faux opposants du Rassemblement national n'ont pas voulu le censurer la dernière fois, soi-disant pour lui donner sa chance. Quelle chance? On en est là. Bon. Il y a un problème démocratique au-delà des différents choix économiques. On est dans un problème démocratique. Deux questions pour terminer. On n'a pas beaucoup de temps. La candidature unique de la gauche en 2027, c'est ce que demande Olivier Faure, c'est ce que demandent beaucoup de gens à gauche. C'est ce que demande aussi Alexis Corbière et beaucoup d'autres. Dit en excluant Jean-Luc Mélenchon. Non, vous dites la même chose? Il faut exclure personne. Alors, deux choses.
on va aller à l'essentiel. Oui. Vous m'avez reçu, vous avez dit député écologiste. On se connaît bien. Longtemps, vous m'avez reçu comme député insoumis. J'ai été exclu de la France insoumise. On n'a pas le temps de développer. Éventuellement, on en reparlera une plus longue fois. Pourquoi notamment? Parce que je défends l'idée qu'aujourd'hui, dans la période dans laquelle on est, nous devons maintenir cette stratégie de l'unité qui s'est appelée à un moment donné NUPES, aujourd'hui le nouveau Front Populaire, qui est, me semble-t-il, la condition, une des premières conditions, mais pas la seule, pour qu'il y ait un candidat de gauche au second tour et que nous puissions éviter la victoire de l'extrême droite. Donc, pour répondre à votre question, je suis favorable à un candidat unique du nouveau Front Populaire à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Je commence cette discussion en disant pas d'exclusive, mais pas d'imposition non plus. Nul ne peut venir dans cette discussion en disant, un peu comme à l'Académie française, il y a des secrétaires perpétuels, il y a un candidat perpétuel. Non, vous avez compris de quoi je parle. Oui. Donc est-ce que les dirigeants insoumis veulent bien rentrer dans la discussion de comment on désigne une candidate ou un candidat commun sur la base du programme du NFP à l'occasion de la prochaine élection présidentielle? Là, à partir de là, il y a deux écoles. L'école François Hollande qui dit « j'en ai rien à fiche, il y aura deux candidats » et il a tort et il continue ses méfaits encore. Et il y a une autre école que je souhaite que ne soit pas retenue, un peu sectaire, qui consiste à dire « le candidat c'est nous, ça se discute même pas », tel que le fait notamment Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cadre-là, ce que dit Olivier Faure est positif quand il dit qu'il faut un candidat commun. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on commence la discussion. Tout sauf lui. Tout le monde peut rentrer dans la discussion. Et si Jean-Luc Mélenchon va être le candidat commun du nouveau Front Populaire, c'est un élément de discussion. Maintenant, à partir de là, il faut aussi voir, est-ce que véritablement, il coche les meilleures cases pour être un bon candidat de premier tour et aussi un bon candidat de second tour. Eh bien, moi, je crois que la stratégie qui a été prise dernièrement crée des conditions, et quelque part, je le regrette, pour qu'en particulier au second... Est-ce qu'il les coche? Je termine ma réponse. Oui. En particulier au second tour aujourd'hui, il est un candidat qui serait rudement battu par Madame Le Pen, car je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait le choix d'être plus le chef de la frange la plus radicale de la gauche, c'est très bien, plutôt que d'avoir un discours qui permet de rassembler. Et c'est une erreur stratégique. Et quand j'ai voulu dénoncer ça, ça m'a valu d'être exclu de la France insoumise. Merci Alexis Corbière d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio, 8h58. Patrick Roger avec vous en direct de Lyon, avec Jean-Michel Aulas comme invité. Ne ratez pas cela. À tout de suite.